Cher Roland, nous voici à nouveau chez toi, dans ton beau chalet dans les Alpes, Hautes-Alpes. Je suis ravi, on se connaît depuis un moment désormais. Et c'est vrai que chaque fois que je viens ici, entre la chaleur du bois, toute la collection incroyable que vous avez de livres, de sagesse, le temps passe vite et j'ai hâte de revenir, de passer du temps à regarder tous ces livres, etc. Je tiens à passer un moment ensemble et partager avec nos amis qui nous regardent un peu d'historique par rapport à la bibliothèque de l'écologie. On va aller un peu plus en détail afin de donner aux gens un peu plus de visuels, d'idées de qu'est-ce que ça représente vraiment. Vous avez une campagne en cagnotte en cours dont on parlera dans un moment, mais c'est vrai que ces projets ont une taille, une ampleur qui risque d'être sous-estimée. C'est la peur que j'ai et c'est pour ça qu'on est là pour en parler un peu plus. Très pour volontiers, que ça ne soit pas sous-estimé les poids de cette richesse. Donc faites-nous un peu un petit historique de vous et d'à quel moment ça démarrait cette vision. Et ensuite, on verra qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Je vous laisse nous mettre en perspective, en contexte historique de cette belle aventure. Alors, oui, c'est une grande aventure qui a commencé déjà dans les années 60, quand j'ai commencé à collectionner tout ce que je pouvais trouver sur la protection de la nature, parce que c'est mon terrain d'origine. J'ai commencé à réunir toute la documentation à la fin des années 60. Au fil de mes recherches à Paris, quand je menais à la fois une vie universitaire d'étudiant, quand je menais une vie militante de militants engagés pour la protection de la nature dans les différentes associations, et j'ai commencé au début des années 70 à m'engager dans la vie professionnelle. Donc ces trois dimensions de la vie, universitaire, militantisme et vie professionnelle, m'ont amené tout naturellement à collectionner tout ce que je pouvais réunir sur la protection de la nature, puisque je participais à ces mouvements, j'étais engagé dans des associations, je rencontrais des grandes personnalités et tout naturellement, j'ai collectionné tout ce que je pouvais trouver, et peu à peu, mes champs d'intérêt, mes centres d'intérêt se sont élargis, et depuis la protection de la nature jusqu'aux sciences en général, les arts, la culture, la littérature, l'histoire, tout, les sciences humaines, et j'ai établi beaucoup de passerelles comme ça entre différentes disciplines, notamment les grandes passerelles entre les sciences naturelles et les sciences humaines. D'accord. C'est ça qui... et ça a été pour moi une découverte passionnante. J'ai découvert tous les auteurs français ou étrangers dans ces domaines et j'ai cherché à acquérir tous leurs ouvrages, à lire beaucoup, et tout en même temps, j'écrivais moi-même, n'est-ce pas? J'écrivais sur la crise écologique, je participais de façon intense à tous ces événements que je vivais, n'est-ce pas? Et j'allais à des conférences, j'ai assisté à des centaines et des centaines de conférences, que ce soit en France ou à l'étranger. On rappelle au passage justement que vous êtes écrivain et auteur de plusieurs ouvrages. Ça sera simple pour ceux qui nous regardent de les voir, mais principalement autour du sujet de l'écologie profonde, comme d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage, La beauté et plein d'autres, en tout cas des beaux ouvrages que je recommande. Je reviens donc à ces années 70, 60, 70, 80. À cette époque-là, vous collectionnez, vous disiez donc,
tous ces ouvrages, il n'y avait pas encore, dites-moi si je me trompe, une vision encore ou peut-être oui, de mise à disposition publique de toute cette richesse. C'est une soif personnelle à cette époque, ou qu'est-ce que c'était? Alors, j'ai été guidé par tous ces thèmes. Et non, il n'y avait pas. Il y avait une documentation très dispersée, et peu à peu a grandi en moi l'idée de rassembler tout cela. Et la fin des années 70, quand je m'apprêtais à quitter Paris, j'ai eu le projet de créer une bibliothèque de la campagne à la campagne. Donc j'ai quitté Paris au début des années 80, 1980-81, avec ce but d'installer une bibliothèque de la campagne à la campagne. Parce que je voyais que la plupart des bibliothèques étaient dans les villes. Je me suis dit, c'est pas la peine de continuer à enrichir les villes, mais il faut se décentraliser, se ruraliser et installer cette richesse culturelle à la campagne, sur les lieux de vie de l'avenir, puisque l'avenir me semblait être vers la ruralité et non plus pour soulager, enfin il s'agissait de soulager l'urbanité, l'urbanisme. Les villes sont devenues pléthoriques, et il s'agissait de retrouver les sources, de faire ce retour aux sources, retour à la campagne, pour revitaliser la société. C'était ça mon objectif, c'est que toute cette richesse culturelle pouvait insuffler un courant nouveau, un courant de renaissance culturelle dans tous les domaines, n'est-ce pas? D'accord. Donc cette transition s'est faite un peu naturellement. J'imagine qu'à un moment donné, les poids de votre collection, même d'un point de vue très pratique, a augmenté. Hein, parce que quand on cumule les livres, on sait, je vois le problème que ça représente. Hein, il faut de la place, c'est grand. Et donc à un moment donné, tout à fait, donc s'instaurer cette vision. Donc cette vision a eu quelles étapes? Donc là, on approche des années 2000. À quel moment cette bibliothèque est devenue une bibliothèque ouverte? Quelles ont été ensuite les étapes principales de la bibliothèque de l'écologie? Alors, comme vous le dites, en effet, ce sont des milliers et des milliers de livres, peu à peu, qui se sont accumulés, que j'ai très vite cherché à classer selon des thèmes. J'ai établi une nomenclature, un thésaurus de classement. En gros, en 70 thèmes, comme elle l'est actuellement, 74 thèmes classés, avec une logique, n'est-ce pas? Et les étapes ont été que, au départ, cette bibliothèque était installée chez moi. J'avais la chance de pouvoir avoir un lieu de vie en Provence, dans les Alpes de Haute-Provence, où je suis arrivé, un lieu où ce classement par thème était possible sur les rayonnages, et dans le cadre d'une association, mon fonds personnel, je mettais ce fonds à la disposition des membres d'une association. J'ai créé un centre de documentation, centre national d'études et de documentation sur l'écologie et sa culture. Donc, mon objectif était ça, vraiment l'écologie et sa culture dans toutes leurs dimensions. Et
longtemps, cette documentation, enfin cette bibliothèque est restée chez moi et j'avais cette vocation de l'ouvrir à un public plus large. Et j'ai compris que je devais entrer en pourparlers avec une municipalité. Alors, ça a été la phase au début des années 2000 avec la ville de Gap qui m'a hébergé, qui a fait venir toute ma collection dans un bâtiment municipal de Gap où cette bibliothèque a pu être ouverte au public, accessible au public, et ça a été un grand pas en avant que la ville de Gap m'ait permis de rendre accessible cette bibliothèque. Mais en même temps, je peux dire que j'ai eu très peu de moyens, voire aucun moyen pour faire connaître cette bibliothèque et surtout l'inventorier. L'inventaire s'est fait de façon très sommaire et avec des moyens informatiques très faibles. Mais c'était uniquement par mon travail personnel que je réussissais peu à peu à développer ce fonds documentaire. Alors, cette étape, excusez-moi, elle a duré donc à Gap, l'installation a duré combien de temps? Alors, la bibliothèque a été visible pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans, de 2002 à 2009. La bibliothèque a été visible et accessible au public dans un bâtiment public à Gap. Et après, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais cette bibliothèque a dû déménager, a dû quitter la ville de Gap, et elle a été ensuite stockée dans un hangar en attendant sa réinstallation future. Et il n'était plus question que cette bibliothèque soit réinstallée à Gap. J'ai tourné la page de la ville de Gap à ce moment-là. D'accord. Le projet était, avec la ville de Gap, de la réinstaller vraiment dans un autre bâtiment, mais le projet n'a pas pu voir le jour et au contraire, le fonds documentaire a été mis en carton et a déménagé vers un grand hangar qui m'a accueilli. Et après, là c'était dans la Drôme, il y a eu le projet de réinstaller la bibliothèque dans la Drôme. Là non plus, le projet n'a pas pu voir le jour. Il a attendu pendant longtemps, une communauté de communes voulait réaliser, mais la communauté de communes a renoncé au projet et j'ai dû encore une fois déménager le fonds d'un hangar jusque-là gratuit vers un hangar commercial, donc payant. Et c'est là où nous nous retrouvons actuellement, 13 ans après avoir déménagé de Gap. Je suis depuis 2 ans, depuis 3 ans, je suis dans un hangar payant. Et c'est là où nous nous trouvons actuellement, avec une charge financière considérable qui est devenue exorbitante pour ma seule personne. C'est pour ça que je sollicite de l'aide sur le plan financier pour assumer la transition avec la réinstallation définitive qui ne saurait tarder.
D'accord. C'est parfait. On arrive donc à cette situation-là sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc là, on est en mi-décembre presque 2023. Vous avez lancé la cagnotte sur Cotisap où elle est visible, elle est ouverte. Ça permet de faire face au poids financier du stockage, très important. Rappelons, sinon on ne l'a pas fait. Il s'agit de combien de palettes Il s'agit de 110 palettes, 110 palettes, D'accord. au total 2000 cartons. D'accord. Et on sait que le papier est lourd. Ouais, Voilà. d'accord. Donc Oui. c'est énorme. Donc voilà, c'est un gros hangar. Et aujourd'hui, on connaît tous les frais. Donc on va essayer de soutenir. Chaque palette représente à peu près 1 tonne. Eh oui. Donc on espère aussi peut-être avec cette petite dynamique qu'on est en train de lancer entre la cagnotte, votre engagement et votre projet de créer, là j'improvise, de créer en tout cas une plateforme qui permette aux gens de s'inscrire en sorte de newsletter pour être en contact avec ces projets de préservation, de conservation, pour en connaître les étapes futures et ainsi pouvoir participer et avoir un œil sur ce qui se passe. Parce que moi je sens personnellement comme une responsabilité collective, partagée, universelle, afin que ce patrimoine que vous avez créé à vous toute seule soit préservé. Je retiens que ça me semble incroyable qu'on en soit encore là. Hein. Je ne connais pas les raisons. Il ne s'agit pas de polémiser là-dessus, mais de vous aider. Il s'agit de vous aider à que d'une façon ou de l'autre, par la suite, ça puisse aboutir finalement et que quiconque puisse avoir accès à ce patrimoine. Ça fait mal au cœur de voir tous ces livres, ces palettes là comme ça. Oui, je pense qu'en effet, c'est un projet d'intérêt collectif. Absolument. Et qu'il y a un intérêt public, national à ce projet. Et que j'ai lancé, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, de lancer ce projet, cette recherche encyclopédique, transdisciplinaire, interdisciplinaire, couvrant tous les domaines de la connaissance. C'est ça qui est intéressant, parce que les livres sont venus à moi. J'ai eu la chance de pouvoir hériter ou recevoir des quantités de bibliothèques que je suis allé chercher aux quatre coins de la France, énormément de personnes qui ont travaillé toute leur vie dans ces domaines de l'environnement, de la santé, de la culture, de la philosophie appliquée, n'est-ce pas, à la prise en compte de la Terre. On est dans une révolution de pensée. L'écologie, c'est une véritable révolution de pensée dans tous les domaines, des sciences naturelles aux sciences humaines, en passant par la philosophie et la spiritualité. Donc, j'ai ouvert un champ de réflexion et de documentation qui est vraiment, en effet, phénoménal. Et je pense que beaucoup de gens, dans les différents cercles, qu'ils soient universitaires ou associatifs ou institutionnels, beaucoup de gens peuvent contribuer à cette œuvre d'intérêt collectif. C'est ça, et je pense qu'il faut réunir un peu toutes les énergies pour pour obtenir une direction convergente autour de ce projet. Absolument, oui. Je partage, je suis ébloui par la richesse déjà de collections qu'il y a chez vous. Je voulais peut-être juste partager, j'en prends un au pif,
montrer comment tout le travail incroyable que vous avez fait, en fait, même ici chez vous, à chaque première page, en fait, de chaque volume, ils sont répertoriés avec un code qui, en tout cas, est sur une base de données informatisée chez vous. Oui. Il y a certains qui sont des doublons de votre collection personnelle et d'autres qui font part aussi de la bibliothèque de l'écologie. Et juste avant, vous me montrez des exemplaires rares. Et vous avez une richesse des volumes qui ne sont plus édités, qui ont même une valeur intrinsèque. Mais surtout une valeur de conservation, patrimoniale, tout à fait. C'est une valeur et donc patrimoniale, oui. C'est une richesse vraiment incroyable. Et on va devoir ouvrir pour que ça soit au plus vite disponible. Alors ici, ici nous sommes dans ma bibliothèque personnelle. Qui n'est pas sans rapport avec la bibliothèque de l'écologie. Ce sont deux fonds différents. Ma bibliothèque personnelle, c'est modestement quelques 4000 ouvrages pour le moment. Mais une partie assez considérable de ma bibliothèque personnelle ira plus tard dans la bibliothèque de l'écologie, n'est-ce pas? Et c'est mon but, c'est de focaliser sur la bibliothèque de l'écologie pour que ce soit le fonds le plus riche, le plus complet. J'ai toujours essayé de tendre vers l'exhaustivité que, en fait, on n'atteint jamais. On n'est jamais exhaustif parce qu'on peut pas avoir tous les livres du monde en toutes les langues, c'est pas possible. Mais on peut travailler, on peut tendre vers cette exhaustivité. Et c'est ça que j'ai essayé. C'est mon esprit encyclopédique, si j'ose dire, c'est d'arriver à réunir toute la connaissance autant que possible. D'accord. Au moins les bases structurantes de la connaissance. C'est-à-dire que les grandes lignes, les grandes orientations, et au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle, on a des quantités de chercheurs qui sont des génies qui ont fait les bonnes synthèses. Il y a la synthèse philosophique et il y a la synthèse documentaire. Moi, je me suis chargé beaucoup de la synthèse documentaire. Je comprends. Et d'ailleurs, vous avez rappelé il y a un moment que par inertie de cette démarche qui a pris plusieurs décennies, vous avez continuellement alimenté cette collection, même à partir du moment où elle a été mise en sourdine, en carton. Vous avez néanmoins continué à l'enrichir grâce à des apports de donations, de nouvelles acquisitions. Et donc aujourd'hui, par rapport aux chiffres de ce qui s'est représenté lors de la fermeture des Gap, elle représente même un 20% plus que c'était à l'époque, facilement. Oui. En 2021, en 2022 et en 2023, je suis allé chercher à plusieurs endroits en France des grandes bibliothèques qui vont enrichir considérablement la bibliothèque de l'écologie. Il y a des fonds importants. Je peux dire que depuis 56 ans que je travaille à ce fonds documentaire, j'ai acquis à peu près une 50aine de grandes bibliothèques que j'ai répertoriées. C'est des fonds importants. Et c'est pas fini. Il y a beaucoup de gens qui actuellement sont âgés ou souhaitent céder leur bibliothèque, ou des universitaires ou des chercheurs qui sont décédés. Il y a beaucoup de fonds qui m'arrivent pour enrichir encore la bibliothèque de l'écologie. Il va falloir ouvrir afin que le bon endroit puisse accueillir non seulement ce qu'il y a aujourd'hui, mais ce qui pourrait encore se rajouter. Exactement. Mais j'ai bon espoir
que j'ai bon espoir que Bien sûr. nous sommes en train de sceller quelque chose d'important pour la France, parce que mon objectif, c'est pas d'enrichir telle ou telle ville, mais de constituer un fonds patrimonial pour l'avenir culturel de la France. C'est à l'échelle de la France, voire de l'Europe, que je me situe, parce que je suis conscient de toute cette richesse que l'informatique ne doit pas oublier et qu'il faut maintenir comme la valeur du livre. Bien sûr. Comme objet. C'est admirable. On va réunir les forces autour de ça. On donne rendez-vous ou on invite de la façon qu'au moment dont on parle, je ne sais pas encore, mais à suivre. On vous donnera les instructions. À suivre cette mouvance qu'on doit absolument fédérer autour de ces projets pour soutenir Roland de Miller. Voilà. Et chacun peut écrire. Chacun peut écrire à la bibliothèque de l'écologie. D'accord. Alors là, ce qui est urgent, on le rappelle, parce qu'on va publier cette vidéo très vite, ce qui est urgent, c'est de jeter un coup d'œil à cette cagnotte. La clé, c'est d'être beaucoup, d'essayer de participer avec ce qu'on peut. Peut-être on renonce à l'achat d'un livre pour une fois, quoique on trouvera d'autres choses plus inutiles à quoi renoncer en faveur de soutenir Roland dans cette mission. Et surtout, garder un œil sur tout ça, ça nous concerne tous. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci, voilà. merci beaucoup. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. À la bibliothèque de l'écologie, espérons. Merci. Merci.